c'est quand même le gros point noir de ce match. Toute la préparation, l'ombre du Dembélé du Paris Saint-Germain pesait sur l'équipe de France et sur les places de chacun en équipe de France. Là, on peut le dire, Martin lui a mis la note de 3. Je suis pas choqué du tout. Dembélé est en danger et en l'état, c'est peut-être celui qui pourrait sauter du 11 parce que ce soit dans l'axe où on a vu l'apport d'Olysée en deuxième période et son non-apport à lui en première où il n'a jamais su trouver ni des passes, ni le bon tempo, ni le... Ah, mais il est juste pas numéro 10, en fait, faut accepter ça. Et en deuxième période, hyper neutre côté droit, donc Dembélé en danger parce que en l'état, il n'a pas renversé la table comme il devrait le faire et comme un ballon d'or. Il a juste pas joué comme un ballon d'or, en fait, tout simplement. Ouais, moi, je veux pas qu'on pense que je fais une fixette sur lui, mais je le répète, il a jamais été décisif en équipe de France dans des grandes compétitions. En 2022, il fait le job, il fait le Matuidi inversé. Or, on attend plus offensivement d'un Dembélé. Et puis, ça fait 10 ans qu'il est en équipe de France, ça fait 10 ans que ça ne marche pas. Et quand on me dit depuis des mois, oui, mais il est ballon d'or, donc c'est pas possible de le sortir, c'est politiquement impossible parce qu'il est ballon d'or, et comme il est ballon d'or, il va porter quelque chose. Bah non, c'est pas ça le football. C'est-à-dire que c'est pas le PSG, il est pas dans la même situation qu'au PSG. Et en l'occurrence, ce qu'on voit lui donne tort. C'est-à-dire que ce soit dans l'axe, que ce soit sur le côté droit, il est complètement effacé. Je ne sais pas s'il y a un blocage. Je ne sais pas pourquoi, depuis 10 ans, il n'arrive pas à sortir. Parce qu'il y a eu des autres périodes de son équipe de France où on s'est dit, quand il était en forme au Barça, de se dire, allez, ça va être maintenant, ça va être lui, ça va fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est ainsi. Je pense contre l'Irak qu'on le reverra parce que il y a intérêt à insister parce que, encore une fois, c'est pas un peintre, Dembélé. Donc il faut essayer. Mais à un moment, je veux dire, symboliquement, il sort à la 80e, 2 minutes après, Barcola marque. Ouais. Alors, que ce soit pas le même joueur, etc., oui, sauf que ce qu'il a fait, il a fait ce que Dembélé ne fait pas en équipe de France, c'est-à-dire prendre la profondeur et aller marquer. Et à un moment, je le répète, vouloir le mettre dans les meilleures conditions, le mettre à son meilleur poste, c'est pas comme ça qu'on construit une équipe. Une équipe, on la construit pour qu'elle gagne. Et pour qu'elle gagne, y a plus de garantie à avoir Mbappé en pointe, n'en déplaise à certains, que de mettre Dembélé. Donc Dembélé, en fait, j'ai envie de dire, il a son destin entre les mains. Ça passe ou ça casse contre l'Irak, et si ça casse, il sortira du 11. Et soit l'équipe de France reviendra à 3, soit Barcola entrera dans le 11, et Olysée sera dans l'axe, on mettra Barcola à droite, tout simplement. Moi, je pense que là, face à l'Irak, on aura le même 11, peut-être doué en balance avec Barcola, par contre que Dembélé passera à droite. Enfin, je pense que là, Didier Deschamps, et on l'a dit, c'est un sélectionneur qui sait reconnaître quand il a fait des erreurs et qui ne va pas insister quand il sent que ça ne marchera pas. Là, ce soir, on a acté le fait que Dembélé ne jouerait pas dans l'axe dans cette Coupe du Monde. La montée en puissance d'Olysée fait que Olysée doit être le patron de l'animation offensive des Bleus. Le doublé de Mbappé prouve que, jusqu'à preuve du contraire, c'est le meilleur finisseur de cette équipe de France. C'est le meilleur buteur historique de l'équipe de France. C'est le meilleur buteur historique de l'équipe de France en Coupe du Monde. La liste est longue. Donc, Olysée, Mbappé, on touche pas. Dembélé, on le met où ? La droite, solution naturelle. C'est quand même un poste qu'il a occupé très longtemps en sélection. Et il sait faire des choses à droite. Il sait déborder quand même, Dembélé. Ouais. En un contrat, ça peut être très intéressant. Mais il faut juste que là, en fait, j'ai l'impression que pour Dembélé, c'est même plus une question de poste là. C'est une question de confiance et de place dans cette équipe. Il ne sait pas comment être utile à cette équipe. Et en l'état, c'est un vrai casse-tête pour Deschamps parce que il faut regonfler un peu son ego, sans trop lui dire que en fait Ousmane, je crois que tu vas jouer sur le côté, il va falloir que tu défendes un peu comme en 2022 et puis si tu fais des différences offensives tant mieux, mais va falloir que tu acceptes que ton statut au Paris Saint-Germain ne sera pas le même dans cette Coupe du Monde avec l'équipe de France. En fait, Didier Deschamps, on le voit depuis le début de la préparation, il ne sait pas quoi faire de Dembélé. Il sait qu'il a un ballon d'or, il sait qu'il a un super joueur, mais il sait qu'il doit essayer de le mettre sur le terrain, parce qu'encore une fois, c'est un joueur fantastique. On le voit avec le Paris Saint-Germain, sauf que la mayonnaise ne prend toujours pas, n'a jamais pris en équipe de France. Donc en fait, il se retrouve dans une situation où il a un joueur qu'il a envie de développer, qu'il a envie de faire jouer. Mais c'était un peu le cas finalement en 2022, c'est-à-dire qu'il le met côté droit. Après, il y a quelque chose aussi qu'il faut bien avoir en tête. Ça me fait penser à Matuidi en 2018. On a le droit d'avoir un joueur dans une équipe qui ne va pas briller, mais qui va faire ça le boulot et qui va permettre l'équilibre. Exactement. Sera-ce Dembélé, ce serait
un peu triste parce que voilà, on attend mieux, on attend plus d'un Ballon d'Or. Mais aujourd'hui, je vois pas ce qu'on peut faire de plus et de différent avec Dembélé. Le mettre à gauche à la place de Doué. Je sais, en fait, mais en vrai, je suis même pas sûr si on le mettait avant-centre si ça fonctionnerait. C'est-à-dire qu'il y a autre chose qui est plus profond. Et il est arrivé en équipe, je le répète, il est arrivé en équipe de France. Je crois que c'est l'Italie en 2016, son premier match. Ça fait 10 ans qu'il n'y arrive pas. Ce soir, c'est 60e sélection. Il a 7 buts. Enfin, à un moment, c'est des stats qui sont pas dignes d'un Ballon d'Or. C'est pas à 60 sélections que vous êtes attaquant. Vous pouvez pas en être là. Des fois, je taquine en disant, je crois que Dugarry a 8 buts en équipe de France. On s'est moqué de Dugarry pendant des années. Donc voilà, à un moment, force est de constater que ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il a grillé son joker. Il a de la chance, l'équipe de France a gagné. Il en reste un contre l'Irak. Il faudra qu'il soit bon contre l'Irak, sinon il sortira du 11. C'est pas possible autrement. Et surtout qu'il y a le spectre, comme tu l'as dit, parce que moi je suis persuadé que ça va arriver au bout d'un moment de la compétition, où l'équipe de France reviendra à 3 offensifs. Et quand il y aura 3 offensifs, il y aura une place assurée pour Mbappé, il y aura une place assurée pour Olise. Et si Dembélé n'est pas meilleur, ce sera un autre qui aura la 3e place, ce sera soit Doué, ce sera soit Cherki, ce sera Barcola, qui voulait, mais ce sera pas... S'il est basculé dans l'axe, ça a absolument tout changé. Et je le disais tout à l'heure, ça a absolument libéré tout le monde autour. Sauf Ousmane Dembélé, mais il y a une forme d'énergie qui s'est créée une fois qu'il est passé dans l'axe, qui a absolument libéré tout le monde. Donc Mbappé met un doublé, mais Olise a été à l'origine du changement des Bleus. Alors il y a aussi une meilleure, on l'a dit, Deschamps a dû leur souffler dans les bronches pendant la mi-temps, mais encore une fois, à mes yeux, là, on a trouvé quelque chose qu'il faudra sûrement pas toucher, c'est de mettre au plus proche Olise et Mbappé, parce que on l'avait vu sur les matchs de prépa, et notamment, je crois qu'il y a c'est contre l'Irlande du Nord, où il fait une passe un peu la même que sur le premier but. C'est spécial, un peu. Et Mbappé le rate. Bon, là, il la met ce soir, mais on sent qu'entre les deux, il y a une connexion. On sent qu'avec Olise, Mbappé est conscient qu'il peut démarrer et qu'il va avoir le ballon dans le bon moment. Et en fait, c'est très important, parce qu'on l'a vu et on l'a dit, Mbappé, il faut qu'il mette les jambes. Et là, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que la deuxième période est beaucoup plus séduisante. On l'a vu prendre la profondeur, on l'a vu aller sur le côté et faire des différences, ce qu'il a parfois manqué ces derniers matchs avec les Bleus. Et là, on a retrouvé le Mbappé un peu séduisant de 2018 ou de 2022 qui fait, en gros, je vais plus vite que toi, je pousse le ballon et je fais des différences. Et d'ailleurs, le péno qu'on aurait dû avoir vient de ça. Donc, je pense vraiment que Olise a libéré toutes les énergies offensives et qu'il faut plus toucher à ça, il faut absolument sacraliser ce gars en numéro 10. On peut faire le même reproche à Olise qu'à Mbappé. Hein. Oui. La première période de Olise, c'est pas terrible, on le voit pas beaucoup. Il est sur son côté droit. Il y a même une séquence en première période où il se retrouve arrière gauche et il balance une longue transversale de l'autre côté vers, je crois, Koundé. Je crois que c'est Koundé qui est de l'autre côté. En fait, première période, on se dit mais qu'est-ce qui arrive à Olise ? C'est-à-dire que on l'a vu performant toute la saison avec le Bayern, on l'a vu en équipe de France, on l'a vu côté droit pendant la prépa, il a mis son triplé, on se dit mais qu'est-ce qui a changé en fait ? Pourquoi arriver à New York, il n'y arrive pas ? Et puis il y a ce repositionnement en seconde période, et alors là, il commence à marcher sur l'eau, c'est-à-dire qu'il y a le ballon sur Mbappé sur la première occasion ratée, il y a le ballon sur le but, ça joue simple, ça joue intelligemment, ça joue précis, et là on a un Olise qui a été complètement transfiguré. Lui aussi, c'est marrant parce que ce qu'on reproche à Mbappé en première période, on ne le reproche pas à Olise, alors qu'il passe à côté de sa première période. Sans doute que Mbappé, toujours pareil, on reproche un peu plus qu'une première mi-temps ratée. Moi, ce que j'aime avec Olise, et je le redis, c'est vraiment il magnifie ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire que toutes les qualités des joueurs autour de lui deviennent évidentes à partir du moment où il est dans l'axe. Mbappé, d'un seul coup, ses appels sont redevenus tranchants. Oui, il y a ce raté sur la passe incroyable d'Olise, mais son appel à Mbappé, il est exceptionnel aussi. Le timing de la passe, il est magnifique. Mais Barcola, quand il est rentré, il a aussi vu qu'il y aurait de quoi manger. Donc en fait, pour moi, là, vraiment, je le redis, on est sur un changement de paradigme un peu comme lors de l'Euro 2016 avec Griezmann qui passe en soutien de Giroud. Je pense vraiment que Olise doit devenir le dépositaire officiel du jeu de l'équipe de France. Et pour ça, je le vois pas sur le côté droit. De la même manière que on a suffisamment dit dans cette émission, il faut pas calquer le schéma du Paris Saint-Germain à cette équipe de France et mettre forcément Dembélé dans l'axe. Il faut pas. C'est la même chose pour le Bayern Munich. Il faut pas forcément calquer le schéma du Bayern Munich sur l'équipe de France. Si on voit qu'en équipe de France, les habilités techniques d'Olise offrent beaucoup plus de variété à l'équipe de France et donc créent beaucoup plus de danger quand il est en numéro 10, allons-y, donnons-lui les clés. Si c'est lui qui fait jouer l'équipe, allons-y. Arrêtons de tourner autour du pot avec Dembélé en faux numéro 9 ou dans l'axe. Non, on a vu sur cette deuxième période que
Il y a une France avec Olysée en numéro 10 et une France avec Olysée sur le côté. Ça ne veut pas dire qu'Olysée sur le côté n'est pas bon, mais ça veut juste dire que l'équipe de France est 10 fois plus dangereuse avec Olysée derrière Mbappé. C'est complètement fou, Ouais. je veux dire. C'est complètement fou. Il a 27 ans, il est à 2 doigts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors je sais que la Coupe du Monde a perdu un peu de son lustre Non, mais c'est dingo. avec le football de C'est club, etc. Mais moi, gamin, aujourd'hui, je verrai les livres, ce que j'appelle des livres d'histoire, les livres de ça, et je verrai son en haut. C'est une légende. Je veux dire, on va très vite se poser la question de sa place dans l'histoire de la Coupe du Monde déjà globale, Ouais. et de sa place en joueur français dans l'histoire de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous avez vu, il a fait un petit format avec un média américain où il classait les joueurs, leur impact dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et à un moment, il classe Michel Platini en 5e, ce qui était une bonne place parce qu'en plus, il connaît plutôt bien le football. Et arrive le dernier c'est lui. Et il dit, il reste que la 6e place, et lui de dire, alors vous allez dire, c'est Mbappé, mais sauf qu'il a raison, il dit, ah oui, ben non, là, il faut inverser. Ben évidemment, parce que là, il est en train de devenir le meilleur joueur français de l'histoire de la Coupe du Monde, tout simplement. On verra à la fin de la compétition. Mais s'il fait une compétition sur cette lancée-là, il aura fait globalement 3 grandes Coupes du Monde, et ça, on peut chercher, on peut fouiller. Aucun joueur français n'a réussi 3 grandes Coupes du Monde. Donc là, il est en train de complètement tout dépoussiérer et de se faire une place incroyable et surpasser les joueurs de sa génération, au moins en Coupe du Monde. 14 buts, c'est ça 14 buts. Closeau est à 16. Ouais, l'égaler face à l'Irak, c'est pas délirant. C'est pas délirant. J'ajoute quelque chose sur Mbappé. Encore une fois, il est tôt pour juger de sa Coupe du Monde. Ce n'est que le premier match, on aurait tort de s'enflammer. S'il réussit 3 Coupes du Monde de suite, et on comparait, moi j'ai l'exemple de Thomas Müller qui était à 10 buts en 2 Coupes du Monde, donc on disait, oh là là, Thomas Müller, là c'est bon, là, il va dépasser. Sauf que Il n'a plus jamais marqué. Encore une fois, faut imaginer. On parle de Messi et de Ronaldo. Aucun des deux n'a réussi cette telle régularité en Coupe du Monde, et notamment Ronaldo, qui est quand même très loin du compte en comparé. Donc je veux dire, ce qu'il réussit, en fait, il est en mission tous les 4 ans, et cette mission, il l'a réussi plutôt bien. Je répète, personne n'a été 2 fois meilleur buteur d'une Coupe du Monde. Lui, il va être en lice pour le devenir. Enfin, il faudrait prendre conscience. En fait, c'est comme le football de club a pris cette importance et cette grandeur. On se dit, ce qui se passe en club, c'est ce qui est le plus important. Or, dans le prestige, ce qui se passe en Coupe du Monde tous les 4 ans, c'est gigantesque. Il faut vraiment prendre conscience de ce qu'il réalise. C'est presque anachronique, finalement, d'avoir ce rayonnement en Coupe du Monde, mais c'est gigantesque.